Eh bien bonjour, aujourd'hui oui, c'est lancé. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai même pas demandé. Mais a priori ça a l'air de tourner de mon côté, donc on va partir du principe que tout est bon. Bien bonjour, aujourd'hui on va parler un petit peu de la structure des tables qui sont présentes dans Dolibar. On va faire un petit état des lieux. Je vais essayer de vous présenter la structuration de la majorité des tables et on va parler de 3-4 tables qui sont un peu spécifiques, propres à l'architecture de Dolibar. Et on verra ensuite, j'espère que ça vous intéressera autant que ça a l'air de vous avoir intéressé hier. Donc on va commencer rapidement. Alors d'ailleurs je ne suis pas sur la bonne page. Vous avez à peu près dans Dolibar 200 tables, grosso modo. La majorité des tables sont créées par défaut. En clair, c'est pas quand vous allez activer un module de Dolibar que la table va être créée. Elles sont créées dès le départ et elles sont maintenues, mises à jour ensuite. D'ailleurs, il faut que je note un truc par rapport à ça. Mise à jour de version Dolibar, il faut que j'explique un peu. Un sujet, je crois que je vais carrément couper le son de mon ordi, ça sera peut-être plus simple. Ça m'évitera d'avoir tous ces bip bip. Bref. Et ben voilà, on a encore des personnes qui arrivent, très bien. Bref, une des premières choses qui choque quand on regarde les tables de Dolibar, c'est qu'elles commencent toutes par un LLX quelque chose. Alors, si vous avez eu l'occasion de suivre l'installation que j'ai faite hier, à un moment, quand on définit la structure de la base, on donne le nom de la base de données et on donne justement ce préfixe LLX. Par défaut, c'est LLX, mais vous pouvez donc le changer. Vous pouvez mettre autre chose. Et d'ailleurs, si on regarde un... Alors attendez, excusez-moi, il faut que je retourne dans un dossier. Voilà, si je prends... Alors je prends vraiment n'importe quoi. Si je prends un fichier classe, vous allez voir que quand on fait des requêtes SQL, on a toujours ce truc, main db préfixe, qui va correspondre justement à l'extension LLX que l'on a définie au niveau de la base de données. C'est la petite chose. Et ben ça y est, j'ai pas de voix aujourd'hui, c'est désolé. Donc ça fait partie des petites subtilités de Dolibar. Ça permet d'avoir dans la même base de données d'ailleurs plusieurs Dolibar. C'est pas forcément conseillé, mais techniquement vous pourriez avoir dans la même base de données, c'est-à-dire dans la même base de données. Vous voyez par exemple là je pourrais avoir un DLB19 démo dans lequel j'aurai une base LLX quelque chose et une autre LLX à côté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça c'est une première chose. Ensuite j'aimerais voir avec vous par rapport à une structure de table assez classique, qu'est-ce qu'on va retrouver toujours dans des tables. Alors il y a des tables qui sont dites de base, mais vous allez avoir beaucoup de modules qui vont être structurés un petit peu pareil. Et on va parler, j'allais dire, des modules institutionnels, ce que j'appelle les pièces de Dolibar, à savoir les propals, les commandes, les factures, et beaucoup d'autres tables qui vont être structurées toujours un peu de la même manière. Vous allez retrouver toujours 4 tables. Donc on va partir sur les commandes parce que c'est un élément qui est assez complexe sans trop l'être. C'est pas très compliqué de créer une commande et de voir un petit peu comment ça se structure à l'intérieur. Donc une table des commandes, comment c'est structuré et comment sont structurées toujours la... Ah, je me suis trompé de table, j'ai pris la table de détail. Décidément. Voilà. Alors, là on a la structure de la table des commandes. Première chose, on va toujours avoir un row ID qui va être l'identifiant, qui va
s'incrémenter de manière automatique. Alors, moi je fais une petite précision, je ne donnerai pas un cours de MySQL, là je vais juste vraiment, je considère que tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'une table dans une base de données. C'est à peu près à quoi correspondent les différents types. Je ne rentrerai pas trop sur le détail de ce genre de choses. Donc on a un identifiant qui est la clé primaire. On a toujours un ref qui correspond à la référence de l'élément. C'est pas tout le temps vrai. J'ai vu passer certaines nouvelles tables qui n'avaient pas cette référence, mais elle est très souvent présente, enfin à 99% des cas sur les éléments, vous avez cette référence. À titre d'info, elle n'était pas présente au départ sur les tâches des projets, et elle a été rajoutée aussi au niveau des tâches. Le troisième élément qu'on va retrouver dans quasiment toutes les tables, c'est l'entity. L'entity, ça correspond à l'entité, c'est basé sur le module multi-compagnie, en fait. C'est un des éléments nécessaires à multi-compagnie. Et ensuite, vous allez avoir deux autres références qui vont apparaître, la référence externe et la référence client. La référence externe de mémoire, elle n'est pas affichée sur les pages. C'est la référence client qui va l'être. Et ensuite, vous avez un autre élément qui est quasiment tout le temps présent, c'est le FKSOC. Alors, quand vous voyez marqué FK, ça veut dire que c'est une clé qui va vers une autre table. Dans la quasi-totalité des cas, il y a quelques exceptions dont je parlerai un petit peu après. Mais généralement, quand vous voyez passer FKSOC, c'est la clé qui va vers la table des tiers, qu'ils soient clients ou fournisseurs. La clé FK projet, elle, ça va être sur la table des projets, pour l'élément s'il est associé au projet. À titre d'info, tous les éléments ne sont pas associés au projet. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Bon, je vais vous faire on passe le timestamp qui permet de savoir à chaque fois qu'il y a une mise à jour d'un enregistrement qui conserve la date et l'heure de cette mise à jour. Et on a généralement date création, date validation, date clôture et pas date de commande. Qu'on va retrouver aussi à chaque fois, c'est-à-dire c'est les dates qui permettent de suivre un petit peu la vie de l'élément. Alors je vais parler de l'élément ou de la pièce, ça sera un synonyme. Là on parle des commandes, mais je pourrais avoir à peu près les mêmes discussions au niveau des factures, des propals, qu'elles soient clientes ou fournisseurs. Ensuite, on a les différents éléments FK, Foreign Key, qui sont associés aux utilisateurs. Là aussi, c'est à des fins de traçabilité. Donc l'auteur, c'est celui qui a créé l'élément. Ensuite, celui qui la modifie, le valide ou la clôture. On garde cette information. Source, je ne suis pas certaine que c'est conservé, il faudra que je vérifie. Mais de mémoire, je ne suis pas certaine que ce soit un élément qui soit toujours alimenté. Quand c'est présent, souvent, ça indique l'origine de l'élément. Par exemple, dans le cas d'une commande, c'est très souvent associé à une proposition commerciale qu'on transforme en commande. Mais vous verrez qu'il y a d'autres moyens de lier les deux. Et ça fera partie d'une des présentations que je vais faire. Ce qui va nous intéresser, c'est le FK statut. Et vous voyez, je vous avais dit que la majorité des FK quelque chose était toujours associé à une table. Ce n'est pas le cas des FK statuts. Du moins, pas pour le moment. Au jour d'aujourd'hui, les statuts sont toujours codés en dur dans la classe. Vous n'avez pas une table avec les statuts. C'est un des problèmes de Dolibar quand on développe, c'est qu'on veut rajouter des statuts par rapport à une commande, par rapport à une propale, ou en enlever. Ça n'est pas possible de le faire de l'extérieur. Il faut taper dans le code. Et c'est un vrai problème. Il y a vraiment un truc qui est à réfléchir à ce niveau-là, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Bien, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y a les notions de remise en pourcentage absolu. Et d'ailleurs, c'est bizarre, je crois que c'est un champ qui n'est plus utilisé, le remise tel quel. Par contre, vous avez
on en a un peu plus en fait. Vous avez Total TVA qui va contenir le total TVA de la commande. Local tax 1 et local tax 2, c'est pour les taxes locales. Alors c'est pas utilisé en France, donc je vais pas forcément ni le revenu stamp. Ce sont des taxes additionnelles qui sont générées par un autre système. Mais généralement, quand vous êtes en environnement français, je crois, à quelques exceptions, peut-être que sur les dom-toms c'est activé, mais ce n'est pas en place. Grosso modo, vous allez avoir des informations dans Total TVA pour la TVA, Total hors taxe et Total TTC. Ça, c'est des colonnes que vous allez retrouver dans toutes les pièces de Dolibar. Je parle des commandes, les factures, les propals, etc. Il faut savoir que ça a été harmonisé depuis peu. Avant, vous aviez des fois où il y avait juste marqué Tot TVA ou Total. Il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment harmonisées. C'est fait depuis quelques versions, 3-4 versions grand max, ce qui a mis un peu le bazar, mais bon, voilà, ça fait partie des petites subtilités. Ensuite, vous avez deux champs qu'on voit régulièrement, c'est les notes privées et les notes publiques, qui correspondent aux... comment ça s'appelle qui correspondent aux notes sur l'onglet notes que vous avez dans Dolibar quand vous... Alors, je ne sais pas si j'ai créé les éléments déjà. Non, je crois pas. Sur cet environnement de démo, j'ai pas encore trop été... j'ai pas été très... Non, j'ai pas encore créé. Alors, admettons, je vais créer une nouvelle commande. Oh, on a un joli petit bug sur le type de tiers, c'est super. Donc, vous voyez, par exemple, je crée un brouillon. Vous voyez ici, j'ai la note publique et la note privée, ça correspond à cette table. Je peux mettre une référence, je peux indiquer un contact par défaut qui se rajoutera sur l'onglet des contacts. Bon, ça vous connaissez, je vais peut-être pas non plus trop m'étendre. Et donc c'est sur l'onglet notes que l'on va récupérer les notes publiques et les notes privées associées à la table des commandes. Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des notions associées au modèle PDF et la dernière mise à jour de la doc. Ça, c'est ce qui permet d'avoir des infos quand on va générer un PDF. Alors, c'est pas forcément un PDF, ça peut être un ODT. On va conserver le modèle qui a permis de générer le document. À quoi ça sert de le conserver? Alors, de ce que j'ai pu voir, ça permet de savoir, dans certains cas, si on régénère le PDF ou non. Voilà, ça fait partie des petites choses comme ça qui sont présents. Ensuite, facture, je crois que c'est pour indiquer que la commande a été facturée, mais je ne suis pas certaine. C'est pas quelque chose. Je crois que c'est lié aussi au statut. La commande, elle est terminée. Et on a encore un état supplémentaire qui est lié à la facture. On ne mémorise pas la clé de la facture qu'on a associée, mais on garde cette clé présente. Ensuite, on a la notion de currency. C'est typiquement la devise utilisée sur l'élément. Et ensuite, on va avoir quelques éléments qui vont être présents sur les différents éléments. Les conditions de règlement, ça vous les avez. Le mode de règlement aussi. Date de livraison, c'est spécifique à la commande. Shipping method, je crois que c'est propre à la commande aussi. Et généralement, les tables finissent souvent avec import key, qui est un champ qui est utilisé quand on fait des importations depuis le module d'importation natif. Et extra param, alors c'est pareil, c'est un champ qui est présent, il n'est pas beaucoup utilisé. C'est principalement quelque chose qui a été utilisé pour ajouter des paramètres associés à certains modules. Mais je ne suis pas certaine, enfin à ma connaissance, moi j'ai pas vu de module qui alimentait ce champ-là. Et enfin, on a tout un petit pavé autour du multi-currency. Le multi-currency, c'est lié à la devise. Vous savez, quand on a des devises multiples, c'est ici que ça fonctionne. Donc on a une clé qui renvoie à la table des devises. On a le code de la devise, son taux,
et les valeurs converties dans la devise. Donc ça, c'est pour la table, je dirais la table principale pour une commande. On va en avoir une autre qu'on va regarder juste après, qui s'appelle la commande dette, qui en fait va correspondre aux lignes de détail. Et donc là, on va avoir à nouveau un identifiant unique pour cette ligne. On va avoir une clé qui va permettre de faire le lien avec la commande principale, la foreign key commande. Il y a une notion de parent link quand vous êtes avec des choses avec des arborescences, ou typiquement quand on a récupéré, alors c'est le cas d'une commande d'une propale par exemple, ou d'un réassort d'une commande fournisseur. Le parent line va permettre de récupérer l'origine de cette commande client. Bien. Ensuite, on a la clé vers la table des produits. Alors, il faut savoir que dans certains cas, elle va être alimentée. Mais si vous êtes dans le cas d'une saisie libre, c'est-à-dire si vous avez fait ici une ligne de prix libre produit ou service, le FK produit ne sera pas alimenté, vu que là, on ne va pas sélectionner de produits particuliers au niveau de la table. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on récupère le produit. Là, on va récupérer le libellé et la description du produit. Alors, il y a des petites subtilités, vous verrez, qui sont assez embêtantes, personnellement. C'est que quand on est sur de la saisie libre, la description va devenir la ligne du produit. Et quand on est sur un produit ou service, on va récupérer le libellé du produit et la description. C'est-à-dire on va avoir deux lignes. C'est assez mal géré, hein, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que dans certains cas, en fait, au niveau des produits, on va récupérer le libellé du produit. Et non pas le libellé du produit au moment où on fait la pièce. Normalement, on devrait conserver, il y a un vrai sujet à ce niveau-là, qui n'a pas été clairement réglé dans Dolibar. Bon, ça fait partie des petites choses un peu embêtantes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai le taux de TVA, les différents taux des local tax et leurs types. On reprend un petit peu les valeurs que l'on avait vues dans la commande. La quantité, le pourcentage de remise ou la valeur de remise, on peut avoir les deux. Et quand il y a des remises qui sont associées à un tiers, c'est-à-dire si par exemple il avait un avoir, alors non, c'est pas ici, pardon. Ça, c'est au niveau de la table principale, on a cette info. Ensuite, alors, on a price et subprice. Alors ça, c'est pas forcément de mémoire. Il y en a un des deux qui n'est plus utilisé. Et on retrouve ici le total hors taxe, le total TVA et le total TTC que l'on a au niveau de la table principale, mais cette fois-ci au niveau de la ligne. L'information product type va vous permettre de savoir si c'est un produit ou un service, mais il y a d'autres types qui peuvent arriver. C'est le cas quand vous utilisez un module qui s'appelle sous-total, où on va avoir comme product type une valeur à 9, et c'est ce qui va permettre de savoir qu'on fait des ruptures. Vous avez enfin la notion de date start et de date end qui correspond à la date de début et date de fin. Chose que vous allez avoir ici et qui sera normalement pas utilisé au niveau des services. Qui est utilisé au niveau des services et aussi des produits. Je ne sais plus, par contre, si c'est affiché au niveau des documents lors de l'impression, mais enfin, vous avez cette information, elle est stockée là. Le info byte, je ne me rappelle plus trop à quoi ça sert. Il y a la notion de prix d'achat. C'est ce qui va permettre de conserver le prix d'achat du produit si vous avez activé le module marge de Dolibar. Et donc, ça permettra de faire le calcul de marge. Ensuite, vous avez tout un ensemble de champs. Je ne vais peut-être pas tous les faire. Je vous avoue, je ne les connais pas tous par cœur. On a la clé ici sur la commande fournisseur de détail. Ça, c'est si vous faites une commande fournisseur à partir de la commande client, on va garder l'information de la ligne de détail.
pour pouvoir faire le lien et savoir si tel ou tel commande fournisseur est... Enfin, si telle ou telle commande client peut être honorée vu qu'on a maintenant la commande de détail. Ah oui, juste un dernier truc, c'est ce champ-là, FK Product Fournisseur Price, c'est toujours lié au système de marge. En fait, quand on a des prix fournisseurs et qu'on en a plusieurs, on va pouvoir sélectionner le prix fournisseur que l'on va utiliser pour la commande de détail. Ça, c'est toujours lié au calcul de marge, c'est-à-dire on va savoir quel est le prix fournisseur qui a été employé et on va aussi avoir le prix d'achat qui a été utilisé. Et on retrouve toutes des notions liées aux multidevises aussi au niveau des lignes de détail. Il y a tout un ensemble de clés, alors je ne vais pas forcément rentrer dedans. Si les FK Units, c'est les unités, si par exemple c'est des heures ou des poids, mais je ne suis pas certaine que ce soit vraiment... Je crois que c'est... Ah si, c'est un paramétrage au niveau de Dolibar qui permet de voir ou non les unités sur le détail des commandes ou des pièces en fait. Ça fait apparaître ici une notion d'unité et c'est un paramétrage que l'on a dans le accueil divers. Alors, je ne me rappelle plus le paramètre. En tout cas, il est présent. Je vais voir si par hasard il était par défaut. Non, il n'est pas... En tout cas, c'est un élément qui est ici et qui permet de voir les unités sur les pièces. Alors, on a créé une première pièce, donc vous voyez... ah oui, je suis sur la commande de détail. Si je retourne sur ma commande, je vois apparaître ici ma ligne telle que j'ai saisie. Donc on voit que la notion de référence externe n'est pas alimentée. Et quand on va sur une commande, on n'a pas de notion de référence externe qui est affichage ou modifiable. C'est quelque chose qui est en fait conservé dans un champ, mais qui n'est pas utilisé au niveau de l'interface. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attendez, je regarde mes fiches. Voilà. Donc voilà à peu près les différentes tables. Alors je vais créer, je vous propose, je vais créer deux lignes. Exemple 1, je vais mettre 10 euros, quantité 1. Et je vais rajouter un produit 1 avec un libellé exemple 2. Et là je vais mettre 2. On va mettre 10% de réduction, c'est juste pour avoir une information. Et on va retourner dans les tables. Ah, on a un jeu de petit bug. Celui-là, je l'ai déjà fait remonter en correctif. J'attends qu'il soit accepté. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Donc, vous voyez, là, j'ai rajouté deux lignes. Et si j'actualise la table des commandes, vous remarquerez que les valeurs de TVA, Total hors taxe et Total TTC ont été mis à jour. En fait, à chaque fois qu'on rajoute une ligne ou qu'on modifie une ligne de détail, les prix, la TVA est mis à jour au niveau de la table principale. Ce n'est pas recalculé à chaque fois. Je vais aller dans ma table des commandes de détail. Alors juste pour vous montrer. Donc là, on a bien un produit qui est à vide. Vous voyez, le FK Product est à vide. Là, j'ai bien un identifiant, donc ça veut dire que là, j'ai la ligne qui est présentée. J'ai mes descriptions qui sont là. Mais de mémoire, si je reviens ici... Ah non, bon, bah, je me suis peut-être trompé. Il y a une blague qui me semblait qui me permettait de modifier le libellé du produit. Mais je ne sais plus. Non, bon, autant pour moi. Alors, je sais que j'avais fait un module pour ça, mais je crois que c'est plus l'actualité. Ça a été corrigé dans les versions successives de Dolibar. Aujourd'hui, on n'a plus cette problématique du champ label.
Euh, on a la génération. Oui, je voulais vous montrer. Donc là, on a un champ, un document qui s'appelle Erastoten. Et si je vais dans ma table des commandes, normalement, on va voir ce nom. Voilà, ici, modèle PDF. Vous voyez. Et là, on a la dernière version du document, avec les preuves, quelque chose. Une petite remarque. Là, vous remarquez que la référence correspond à la clé. Enfin, dans la référence, vous avez l'identifiant de la clé. C'est quelque chose qui est constant. Vous n'aurez pas de décalage avec ça. C'est-à-dire la clé, la référence prof quelque chose est toujours basée sur la clé unique de la référence. Ce qui n'est pas forcément le cas, comment dire, de la commande quand elle est validée. Là, on est sur une commande client qui est provisoire, qui est à l'état brouillon. Et d'ailleurs, si on va ici, vous allez voir le FK statut qui est égal à 0. Et donc, si je valide ma commande, il va me proposer donc une référence commande. Il va me modifier à la fois la référence commande, mais il va aussi renommer le document. Et d'ailleurs, quand on va regarder dans la table, dans les dossiers des documents, on voit bien que le document est renommé. Et là, si je refais un petit parcourir, je vois que le statut a changé. Je vois aussi que là, j'ai bien mon numéro de commande. Et là, je vois que pour Erastoten, qui est toujours le format de PDF, la commande a changé de nom. C'est bien CO quelque chose. Alors, une petite précision, mais bon, ça vous devez le savoir, c'est si on repasse à l'état brouillon, la référence commande n'est pas annulée. Elle est toujours, elle reste telle qu'elle est. Petite nouveauté de la version 19, c'est ça. On a aujourd'hui une nouvelle présentation des boutons de création. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'on commence à en avoir beaucoup. Ça fait un peu du tri. C'est pas sur tous les éléments, mais ça commence à apparaître. Voilà, c'est juste une petite remarque. Et on a aussi des codes couleurs au niveau des boutons qui sont différents. Je vais revenir sur ma structure de table. Donc là, on a vu les formats de table classiques, en historique, on va dire. D'ailleurs, donc là, je vous ai montré pour les commandes, vous voyez. Si on va sur les contrats, on a la même structure, contrat et contrat dette. Sur les commandes fournisseurs, alors c'est marqué commande fournisseur et commande fournisseur dette. Si je descends un petit peu et que je vais sur les expéditions, bah c'est pareil, on a expédition et expédition dette. Alors, on reviendra sur d'autres tables. Vous voyez, delivery, c'est pour les livraisons, pareil, delivery dette. Et je vais aller sur les factures. On a bien une table facture, une table facture dette. Et là, on s'attendrait à une facture fournisseur. Ben non, pas de chance. C'est une facture fourne et une facture fourne underscore dette. Ne me demandez pas pourquoi. Il y a des petites subtilités qui sont comme ça. Et ben, il faut faire avec. Malheureusement. Fiche interdette. Alors, on a donc pour les tables que j'appellerais historiques, les anciennes tables de Dolibar, on a cette logique d'avoir des structures avec des lignes de détail. C'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer dans le sens où... alors attendez, je ne sais pas si je vais avoir des cas... Bon, il y a projet, project task, bon, propal et propaldet, ça c'est pour les propositions commerciales. Mais par exemple avec une nouveauté qui est sortie récemment dans Dolibar et qui a été basée sur le module, le générateur de modules, en fait, aujourd'hui on a cette notion de BOM qui représente
le module en tant que tel. Donc le premier BOM, ça correspond au module en tant que tel. Le deuxième BOM, ça correspond à la table de l'élément BOM. Et ensuite, on n'a plus de BOM date, mais on a une notion de BOM line. Donc ça, c'est pour les nouveaux modules. Donc vous pourrez, si vous allez sur Dolibar dans les tables, vous pourrez être confronté à ce genre de choses qui changent de l'ordinaire, en fait, de l'habitude. Il y a une rupture qui est en train d'être changée par rapport à ça. Donc avant, on aurait eu un NLX BOM et un NLX BOM date. Aujourd'hui, on a un BOM BOM et un BOM line et on verra ensuite les extra fils. Ça, c'est pour tout à l'heure. Juste un petit truc, vous voyez, par rapport de la même manière, au niveau des fabrications, les MRP, on a les Manufacturing Order, les MO, et là on n'a pas de MO date, on a MRP production, c'est-à-dire vous avez bien deux tables différentes qui correspondent à deux choses différentes dans le même élément, enfin dans le même module qui s'appelle MRP. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Je vais aller sur le truc derrière. Sur les réceptions, c'est bon. Sur les sociétés aussi. Pareil, vous savez, au niveau des tables des sociétés, alors je vais faire une petite aparté parce que la table société est quand même une table assez stratégique. D'abord parce qu'elle n'a pas de FKSOC, vu que c'est la table des sociétés. Et que vous avez aussi une table SOC People qui correspond, quand on va sur un tiers, à la table des contacts. Donc, dans cette table SOC People, vous allez retrouver les différentes... comment ça s'appelle les différents éléments que l'on a. Donc, typiquement, on va retrouver la personne et ses informations. Là, on voit apparaître les différents onglets, si cette société est cliente ou pas, avec toutes les informations. Bon, ça, je vais pas, une fois de plus, hein, le but, c'est pas de faire un cours sur Dolibar, mais plus sur la structuration des tables de Dolibar. Donc, on a cette société, et on a aussi tout un ensemble de tables, notamment sociétés commerciaux, qui va contenir les commerciaux qui ont été associés à la société. Ça, c'est ici, en fait. Et on va pouvoir sélectionner plusieurs commerciaux pour la même société. Bon, ça fait partie aussi des petits trucs qui sont un peu agaçants dans Dolibar, à savoir que on ne peut pas mettre un groupe de commerciaux, un groupe d'utilisateurs, c'est toujours personne par personne. Ce qui est un peu regrettable si vous avez beaucoup de turnover au niveau des commerciaux. Dans le type de tiers, je vais juste le sélectionner parce qu'il y a un bug que j'ai transmis. Voilà, ce qui va faire que dans la liste des commandes, j'ai plus ce petit message d'insulte qui était présent. Bien. Donc, on a vu très rapidement les différentes tables. Alors, dans les tables un petit peu importantes que je ne vais pas forcément trop aborder, vous avez la notion, la table des droits. C'est là où sont stockés en fait les habilitations pour tel ou tel élément. Par exemple, pour les factures, les droits, la liste des droits en fait qui sont présents. Et quand on crée un nouveau module, généralement, c'est là que vont se rajouter les droits, les habilitations que l'on crée pour le module. Alors, manque de peau, le module que j'ai activé, je ne crois pas qu'il y ait des habilitations, et c'est pour ça qu'on ne les a pas ici. Mais normalement, elles seraient présentes ici. Et ce qui va nous amener à la table des utilisateurs et la table des user group write. Alors, elle n'est pas, il n'y a rien dedans. Pourquoi? Parce que typiquement, l'administrateur, il a tous les droits, donc il n'a pas besoin de se voir préciser ses droits.
Voilà, ça fait partie des petites choses. On a aussi des informations par rapport... ah, attendez, je vous dis une bêtise. Là, vous avez les user groups. Vous voyez, je me suis trompé. Là, c'est les informations liées au groupe d'utilisateurs. Et en fait, les user rights sont ici. Et c'est là qu'on va indiquer en fait les droits des utilisateurs. C'est-à-dire, est-ce que l'utilisateur a le droit d'accéder ou non à tel ou tel élément. C'est à cet endroit-là que ça va être stocké. Typiquement, alors ça va être un peu compliqué à expliquer, mais on va essayer de prendre le temps. Le FK user, ça correspond à l'utilisateur. Et le FK ID, ça correspond... alors attendez, il faut que je revienne. À l'ID du... c'est où? Write def. Voilà. Ça correspond à celui-là. Donc là, on voit par exemple que j'ai le droit de lire les factures. Si j'en enlevais, ça ne fonctionnerait plus. De mémoire, voilà, il y avait une notion de type ici, vous voyez, avec des DRW. Ce n'est plus utilisé. Aujourd'hui, ce qui est utilisé, c'est les permissions. Il y a encore plein de trucs qui sont écrits en français. Et petit à petit, ils essayent de les traduire en anglais au fur et à mesure. Donc des fois, il y a des petites subtilités. Ça fait partie des choses qu'il faut regarder au niveau de l'évolution des modules. Et je vais faire justement une aparté. Avant de regarder les tables un peu plus spécifiques, on va faire une petite aparté sur comment sont construites les tables dans Dolibar lorsqu'on fait l'installation. Parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant et important. Donc je reviens dans Dolibar. Quand l'installation se passe, on va toujours avoir des choses au niveau du dossier install. C'est là où se passe la procédure d'installation. Et donc on va voir tout un ensemble d'étapes. C'est les fameuses étapes d'installation telles qu'on les a qui apparaissent. Et ce qui nous intéresse, ça va être dans la table MySQL, on va avoir un dossier de table qui va contenir l'ensemble des tables qui sont créées nativement dans Dolibar. Alors, je vous avais dit qu'il y en avait 200, et si vous regardez en bas à droite, il vous indique qu'il y a 671 éléments, parce que dans ce dossier, vous avez à la fois la description de la table. Par exemple, ici, vous avez la description de la banque, la table qui va contenir les comptes bancaires. Mais vous allez aussi avoir un LLX Bank Key qui va contenir les index associés à cette table. Et en fait, Dolibar, quand il crée les tables, quand il fait son installation, il va d'abord créer les tables et ensuite il va créer les index associés aux tables. Et les fameuses règles d'intégrité. Donc, on a tout un ensemble, on a toutes les tables qui sont présentes, structurées, ce qui veut dire que si jamais vous avez à modifier des choses dans dans la structure des tables de Dolibar, il faudra penser au travers de GitHub à aller modifier la structure de la table que vous avez modifiée. Je dis n'importe quoi, je veux rajouter un champ dans les modèles d'importation. Bon, je dis n'importe quoi, hein. Il va falloir que je modifie quelque chose ici pour rajouter une information. Mais je vais devoir aussi aller dans la table, dans l'onglet migration pour mettre les informations par rapport à la migration des tables. Alors, si je prends par exemple ce fichier 1819 SQL, ce fichier en fait va être appelé quand on va faire une mise à jour de Dolibar. Quand vous allez faire passer votre Dolibar de la version majeure 18 à la version majeure 19. Toutes les requêtes SQL qui sont présentes dans ce fichier vont être exécutées pour mettre à jour la structure de Dolibar par rapport à votre version. Il faut savoir que dans Dolibar, vous avez des versions dites majeures, les 18.0 quelque chose, et les versions mineures, par exemple la 18.01, la 18.02, etc. etc. Les 18.01, 02, etc. etc. n'ont jamais
de mise à jour au niveau de base. C'est une règle, il n'y a rien qui est modifié. Ça peut arriver, mais de mémoire, c'est extrêmement rare. Et c'est interdit, c'est-à-dire si on est obligé de le faire, c'est qu'on est vraiment dans la merde, qu'il y a un truc qui est mal passé, mais généralement, c'est pas autorisé. Et donc là, vous voyez, par exemple, je vois passer un champ qui va permettre de gérer l'authentification par email d'un utilisateur. C'est une nouveauté de la version V19. Là, je vois qu'on a enlevé toutes les tables des utilisateurs et des adhérents pour tout ce qui a trait aux réseaux sociaux. Regardez alors en tant que développeuse, hein, regardez ce fichier de mise à jour, ça en apprend pas mal sur les évolutions qui ont été portées dans Dolibar, dans la version qui suit. Moi j'y vais assez souvent pour regarder s'il n'y a pas des petites choses. Par exemple, là vous voyez sur la commande fournisseur de dispatch, ça vient toujours d'une... voilà, ils ont changé un petit truc, ils ont ajouté un type d'élément par défaut. Voilà, ça permet d'apprendre des petites choses. Là par exemple, je vois que la table des productions a maintenant un extra field, chose qui ne devait pas être présent auparavant. Voilà, en fait, bon, ça permet d'avoir des petites choses intéressantes au niveau de ce genre de choses. Donc ça, c'est la table de... comment ça s'appelle? De mise à jour. Une autre table qui est intéressante, c'est la table data. Alors ça, c'est pour les tables qui sont alimentées par défaut. Par exemple, les civilités. Par défaut, on va avoir ces civilités qui vont être présentes dans Dolibar, avant même de commencer. C'est là où elles sont renseignées. De la même manière, si on en rajoute une, il faudrait qu'elle soit alimentée auparavant. Enfin, il faudra la rajouter ici et penser à la rajouter aussi dans le migration. Bien, je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle. Si, j'ai un compteur, c'est parfait. Voilà à peu près pour la structure des tables. Alors, je vais juste faire une petite aparté à ce niveau-là. Dans les cas d'un module Dolibar, c'est-à-dire quand on crée un module Dolibar, je vais aller sur un des miens. C'est juste une petite aparté. Quand on crée un module, vous avez un onglet, un dossier pardon, SQL qui va contenir en fait trois types de données, trois types de fichiers. Le fichier qui va permettre d'avoir la structure de la table, vous voyez ici avec le LLX, les différents éléments qu'on rajoute. On va avoir la table des index, une fois de plus. Vous voyez ici, avec, là je crée une clé unique entre l'élément et l'entrepôt. Et on va avoir deux autres tables. Une table s'il y a eu des évolutions du module. Par exemple, vous voyez, j'ai rajouté 2 champs supplémentaires au fil de l'évolution du module. Et une table data qui va alimenter des informations. Là, par exemple, ça va rajouter une action qui fera un envoi au niveau de la... comment ça s'appelle? C'est par rapport aux événements. Ça créera un élément dans les événements. Je vois que Nicolas est en train d'écrire un message. On va faire la pause dans quelques minutes et on reprendra ensuite sur les tables un peu plus techniques. Ok Nicolas, bon ben à tout à l'heure, courage à toi. Donc voilà un petit peu sur ce que je pouvais vous dire sur les structures de base des tables. Et je vais faire un second... donc on fait la pause et on regarde après, on va aller un petit peu en détail sur certaines tables propres à Dolibar. Je vous dis à tout de suite et on peut se retrouver à la salle de récré.